publicaciones, es muy prolífico. Quizás la obra más divulgada sea Apprendre oui, mais comment, que la primera edición data de 1987 y ya va en más de 21 ediciones. Y así otra cantidad de textos que no voy a detallarlos porque no se trata de eso y conociéndole bien a Philip, sé que él deseará que entremos directamente en materia. Yo agradezco su infinita generosidad y su presencia, Philip. El hecho también de hacer parte de nuestro comité científico de nuestra revista, su aporte al modelo pedagógico cuya conversación vamos a tener esta mañana, pero será sobre todo muy grato para mí darle el saludo de nuestra rectora, la doctora Verónica Adriana Palma Esteves. Yo tengo el honor de poder decir que fui su estudiante en Lyon y lo considero mi amigo en todos los desafíos que he tenido en diversos países de América Latina. Philip ha sido una luz para todos estos proyectos. Les comparto que el próximo año le recibiremos en este México lindo y querido, en el mes de abril, exactamente el 8 de abril. Lo estaremos esperando, querido Philip, con los brazos abiertos. Desde ahora usted sea bienvenido a México y a nuestra universidad. Me permito ahora entrar en unas preguntas que ya le envié a Philip y que tienen un modelo educativo y pedagógico que en parte está inspirado en muchas de las propuestas que ha hecho Philip en tanto cómo se hace un modelo, qué debe tener el polo axiológico, el polo epistemológico, el polo praxeológico. Nuestra universidad, Philip, cuenta con 18 diplomas de licencia que son muy diversas, va desde la odontología hasta la ingeniería, pasa por la comunicación, por el diseño, entre otras. En nuestro modelo nosotros hemos propuesto 5 aprendizajes que consideramos fundamentales para ir hacia nuevos futuros. Estos aprendizajes son los siguientes, querido Philip. El aprendizaje a resolver problemas pensándolo de una manera compleja. El aprendizaje de la creatividad gracias a la utilización de las tecnologías, pero no solamente de estas. El aprendizaje de lo no humano gracias a la investigación. Y el aprendizaje de la interculturalidad gracias a los viajes, al encuentro con la otra alteridad también para nosotros aquí en México. Y el último aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, que trabaja fundamentalmente sobre las emociones de nuestros estudiantes, que consideramos que es uno de los aprendizajes centrales. Se ha trabajado durante año y medio, Philip, o un poquito más, con lo que se llama ahora el grupo de los 12, que tienen algunos conocimientos en pedagogía y en diversas disciplinas. Hemos trabajado con todos los profesores de nuestra universidad, que tiene la ventaja de ser una universidad pequeña. No tenemos más allá de 200 profesores y profesoras universitarias. Y aquí viene mi primera pregunta. El profesor de universidad es un profesor que suele conocer muy bien su disciplina, pero que tiene una preparación mínima en la enseñanza. Muchos profesores nuestros se han comprometido con el modelo. Muchos de ellos lo han buscado incorporar. Y la pregunta en realidad, para no alargarme más, concierne a una de las contradicciones que tú tocas en
todo el bagaje y que estructura tu pensamiento, que tiene que ver con una frase de Marx: ¿quién educará a nuestros profesores? ¿No? La pregunta directa es, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son como los retos más importantes para poder educar a nuestros profesores en un nuevo modelo educativo y pedagógico? Merci beaucoup. Je suis très touché de la confiance que vous me faites et très intéressé par le modèle pédagogique que vous mettez en place. Je trouve votre université particulièrement courageuse de s'engager dans un modèle pédagogique où le projet interdisciplinaire a une place importante, où le travail collaboratif est au cœur du modèle et où la sensibilité à toutes les problématiques contemporaines sont présentes. Mais j'ai bien conscience que aller vers un modèle pédagogique comme celui-là, c'est effectuer ce que Claparède avait appelé dès les années 1920 une véritable révolution copernicienne. Révolution copernicienne parce que l'université est traditionnellement structurée sur les savoirs enseignés et la hiérarchie de ces savoirs, ainsi que sur l'évaluation séparée de chacun d'entre eux. Alors, il nous faut changer de modèle, changer de perspective. Il nous faut éduquer les éducateurs, pour reprendre la phrase de Marx. Mais un écho à la phrase de Marx que Freddy Alvarez vient d'évoquer, je voudrais rappeler une phrase de Paulo Freire qui dit « Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. » Je crois qu'à bien des égards, Paulo Freire répond à Karl Marx. Il répond que nul n'est habilité à éduquer les éducateurs, mais que les éducateurs peuvent s'éduquer ensemble avec les éduqués par l'intermédiaire du monde. Alors le monde, c'est quoi? Eh bien, le monde, ce sont précisément les disciplines d'enseignement qui sont regroupées au sein des universités. Alors, s'éduquer par l'intermédiaire du monde, je dirais que ça veut dire peut-être d'abord retrouver ensemble, non pas les savoirs comme résultat, mais les savoirs comme genèse. C'est en grande partie quelque chose que nous devons à un auteur important à mes yeux, qui est Gaston Bachelard. Bachelard, dans la formation de l'esprit scientifique, dit très clairement que si l'on veut enseigner d'une manière ouverte, au sens de Karl Popper, qui n'avait pas encore fait son travail, mais je pense que Popper se reconnaîtrait parfaitement là-dedans. Si l'on veut enseigner d'une manière ouverte, il faut non pas enseigner des résultats, mais enseigner les démarches qui ont permis de produire ces résultats. Il faut retrouver la démarche, y compris dans une volonté de mettre en avant ce que Bachelard appelle les obstacles épistémologiques. Et Bachelard souligne le fait que les obstacles épistémologiques ne sont pas des accidents qui adviendraient accessoirement dans la démarche de recherche de la vérité, qui sont des étapes nécessaires dans cette recherche de la vérité. Alors je dirais que les enseignants, les professeurs d'université ne doivent en aucun cas abandonner leur discipline d'enseignement, mais ils doivent la revisiter. La revisiter, c'est-à-dire l'explorer de l'intérieur, moins sous l'angle des savoirs constitués que sous l'angle de ce qui a permis de constituer ces savoirs, et d'identifier à travers cela des nœuds qui sont des sauts épistémologiques importants qui doivent être franchis par les étudiants. Je crois que c'est un changement de posture assez radical, changement de posture qui permet de passer d'un savoir institué à un savoir instituant. Instituant qui embarque les enseignants et les étudiants dans une démarche. Le philosophe Jean-Luc Nancy, disciple de Derrida,
a longuement insisté sur le fait qu'un enseignant universitaire ne transmet pas simplement un savoir, mais qu'il transmet un rapport au savoir. Et que si l'enseignant universitaire est dans une relation à ses savoirs, qui est une relation d'acquisition d'objets, il ne va transmettre que des objets qui seront rapidement usagés parce que les savoirs se démodent et ils se démodent très vite aujourd'hui dans la modernité. En revanche, si le professeur d'université transmet en même temps que l'objet de savoir un rapport au savoir, qui est un rapport d'exigence, de précision, de justesse, de vérité, mais aussi une exigence d'aller toujours plus loin dans l'enquête et dans la recherche personnelle. S'il transmet cette exigence, alors en même temps qu'il transmet ses savoirs, il transmet quelque chose d'infiniment précieux pour les générations futures qui vont être amenées non pas à se satisfaire et à retransmettre les mêmes savoirs, mais à inventer de nouveaux savoirs pour faire face aux défis auxquels elles auront affaire. Alors, comment? C'est difficile parce que quand nous sommes enseignants à l'université, moi-même je l'ai été de très nombreuses années, comme nous avons beaucoup travaillé, beaucoup cherché, que nous avons mis du temps pour stabiliser nos propres savoirs, nous avons avec nos savoirs un rapport de possession. Et cela pourrait nous laisser imaginer que ce que nous possédons, nous pouvons le donner. Or, ce que nous pouvons donner, ce n'est pas ce que nous possédons. C'est la manière dont nous l'avons possédé, la manière dont nous y sommes arrivés. Et très souvent, nous oublions le chemin quand nous sommes arrivés au résultat. Et le travail qui me semble nécessaire pour aller dans le sens du modèle pédagogique que vous proposez, c'est de restituer le chemin et de retrouver le sens d'un enseignant-chercheur. Nous autres en France, on dit que les universitaires sont des enseignants-chercheurs. On pourrait dire aussi que ce sont des chercheurs enseignants. Ce sont des gens qui ne cherchent pas d'un côté et enseignent de l'autre. Entre enseignants et chercheurs, il y a un trait d'union. Ils sont enseignants de leur recherche et chercheurs de leur enseignement. Enseignants de leur recherche et chercheurs dans leur enseignement. Et je pense que c'est ce changement de posture qui est important. Ce changement de posture n'a rien d'une abdication en termes d'exigence scientifique. Tout au contraire. En termes d'exigence scientifique, c'est extrêmement fécond d'être en permanence dans la position, non pas de transmettre des produits, mais de s'interroger sur les démarches qui peuvent permettre de comprendre ces produits et d'aller au-delà. Voilà, donc je dirais que c'est un travail épistémologique qui me semble intéressant à mener, non pas pour abolir les disciplines. Les disciplines ont chacune leur cohérence, elles ont chacune leur principe de validation. Chaque discipline a son épistémologie de référence. Et l'épistémologie de référence engage un statut de la preuve. La preuve en mathématiques, ça n'est pas la même chose que la preuve en géographie, ça n'est pas la même chose que la preuve en littérature, ça n'est pas la même chose que la preuve en orthodontie, ça n'est pas la même chose que la preuve en biologie. Donc, il nous faut garder la spécificité disciplinaire, mais il nous faut non pas nous figer sur les savoirs institués, mais aller comprendre comment l'épistémologie de notre discipline a pu se construire et faire un petit détour par l'histoire. Je pense que rien n'est plus utile pour les enseignants de l'université que de réfléchir à l'histoire de leur discipline, pour pouvoir montrer à leurs étudiants que les savoirs de leur discipline ne sont pas des essences éternelles et immuables, comme disait Descartes, mais qu'ils ont été construits dans l'histoire des hommes pour leur émancipation, qu'ils ont émergé à certains moments, qu'ils se sont confrontés à d'autres moments à des savoirs qui les bloquaient, qu'ils ont réussi à dépasser un certain nombre d'obstacles, et que cette démarche, il faut que leurs étudiants l'épousent de l'intérieur. Voilà, moi je dirais volontiers à mes collègues universitaires
qu'ils ont une chance considérable de participer à la mise en œuvre de ce nouveau modèle et que cela ne les oblige en rien à abdiquer de leur spécificité, de leur identité. Cela, au contraire, les met dans une situation où ils vont creuser leur identité à travers leur histoire, à travers le statut épistémologique qu'ils donnent à la preuve, à travers la nature des démarches de vérification qu'ils mettent en place, à travers l'identification des obstacles cognitifs que les étudiants auront à dépasser pour accéder au savoir enseigné. Voilà quelques remarques extrêmement rapides, mais qui me paraissent importantes à poser en préalable, parce qu'il y a trop de confusion. On croit trop souvent que l'interdisciplinarité, que l'entrée dans un modèle pédagogique innovant comme celui que vous proposez est une abdication des différentes disciplines, oblige chacun à renoncer à son identité pour se fondre dans un ensemble indifférencié. Ça n'est pas le cas. Pour qu'il y ait de l'interdisciplinarité, nous y reviendrons, il faut qu'il y ait de vraies disciplines constituées, lucides sur leur démarche, mais des disciplines attentives à ce qui les constitue, ce qui les institue, tout autant qu'aux résultats qu'elles produisent. Muy claro, Felipe, y muy osada igualmente la propuesta. La segunda pregunta creo que engancha muy bien en lo que tú acabas de mostrarnos, que tiene que ver directamente con el primero de nuestros aprendizajes, que es la complejidad. Un aprendizaje que lo hemos dirigido, yo diría, de manera muy pragmática hacia la resolución de problemas. En este primero de nuestros aprendizajes, me ha llamado la atención desde el momento en que comenzamos a trabajar con el modelo, que muchos de los problemas que los estudiantes proponen para resolver durante toda la carrera o el tiempo que dura su carrera, muchos de estos tienen que ver con cosas muy sociales. No me extraña porque en América Latina yo diría, esa visión siempre está. Sin embargo, eso genera una cantidad de problemas, ¿no? Que son los relacionados con lo que tú acabas de señalarnos, ¿no? Cómo movilizar los conocimientos, las disciplinas para resolver un problema, cómo le enseña uno a un estudiante a pensar complejamente, ¿no? ¿Qué métodos de la interdisciplinariedad que viene propuesta desde el siglo pasado, qué métodos nos pueden ayudar, ¿no? Por ese lado, querido Philippe, va nuestra segunda pregunta. Merci. Effectivement, l'entrée par la complexité est une entrée difficile, mais particulièrement féconde. Alors d'abord, il faut balayer une première représentation. La complexité, ça n'est pas la complication. Ce n'est pas parce que quelque chose est compliqué qu'on accède à sa complexité. La complexité, c'est le fait de le penser comme un système avec des éléments en interaction. Penser un objet ou un ensemble d'objets comme un système avec des éléments en interaction. Alors, vous avez fait le choix, et je trouve que c'est un très bon choix, de faire travailler les étudiants par projet. Par projet. Et les projets, au départ, ont tendance à ne pas être interdisciplinaires, mais à être simplement pluridisciplinaires. Pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on ajoute des regards de différentes disciplines sur le même objet. Prenons n'importe quel objet, je ne sais pas, la question de la pauvreté dans tel endroit, on peut avoir une approche anthropologique, une approche économique, une approche sociologique, on peut avoir une approche plus politique, on peut avoir une approche plus écologique, et chaque discipline va apporter son regard sur le même objet. On va avoir alors ce qu'on pourrait appeler une sorte de cubisme méthodologique. Vous savez, le cubisme, c'est une technique picturale
inventé par Braque et Picasso, mais qui a fait depuis le tour du monde, où on juxtapose des regards différents sur le même objet et on les met les uns à côté des autres. Par exemple, dans un tableau cubiste, on voit à la fois un visage de face et un visage de profil, hein, et on juxtapose la face et le profil. Et la tendance spontanée quand on fait de la pluridisciplinarité, c'est de faire du cubisme. C'est-à-dire chacun va faire une analyse à travers sa discipline et puis on va juxtaposer les différentes analyses sans permettre de regarder et de voir en quoi elles sont en relation les unes avec les autres. Alors pour passer de la pluridisciplinarité à l'interdisciplinarité, alors là, il y a, je crois, un saut qualitatif à faire. Il faut regarder l'objet et le regarder en ayant conscience que aucune discipline, à elle seule et avec ses propres concepts, ne va pouvoir le saisir complètement, mais il faut se dire qu'il y a des concepts communs qui vont peut-être permettre d'identifier la structure de cet objet. Alors, je vais être un tout petit peu plus précis. Si le projet porte sur un objet simple, cette approche interdisciplinaire risque d'être très difficile. Il faut que l'objet porte sur ce que j'appellerais un territoire. Pourquoi un territoire? Parce que sur un territoire, il y a une interaction entre différents phénomènes. Si je prends un territoire urbain, rural, si je prends un territoire symbolique, eh bien, je vais trouver sur le territoire des tas de gens qui cohabitent, qui coexistent, et qui vivent les uns à côté des autres, mais qui vivent surtout les uns en rapport avec les autres. Et je pense que l'interdisciplinarité, c'est traiter nos objets comme des territoires sur lesquels existe un ensemble d'éléments en interaction qui constituent un écosystème. Un écosystème. Le projet doit porter sur un écosystème, doit regarder cet écosystème en identifiant ce qui, dans cet écosystème, fonctionne, ne fonctionne pas, où est-ce qu'il y a des failles, et l'ensemble des disciplines vont contribuer à une analyse globale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une juxtaposition d'analyse disciplinaire, comme dans la pluridisciplinarité, on est dans un échange des concepts, des méthodes, des points de vue des différentes disciplines pour faire une seule analyse. Une seule analyse. Et c'est ça l'enjeu des projets que vous mettez en place. Il ne faut pas que le résultat du projet soit en 5 parties représentant 5 analyses disciplinaires différentes. Il faut que le résultat du projet soit un résultat global, où l'on étudie le territoire dans sa complexité et où, sur chaque aspect du territoire, on sollicite les disciplines qui peuvent, sur tel ou tel aspect, venir nous éclairer. S'il y a, par exemple, à un moment donné, une question qui touche au comportement des personnes, eh bien, on va solliciter la psychologie, mais aussi la sociologie, mais aussi l'anthropologie, et on va chercher à montrer comment tout ça s'articule. Je crois, et évidemment c'est un enjeu considérable, qu'on peut arriver à appréhender une réalité sans la découper comme le fait le cubisme méthodologique, mais en la restituant dans sa complexité, à condition que les différentes disciplines dialoguent entre elles et qu'elles ne se juxtaposent pas les unes à côté des autres. Voilà, c'est difficile pour les étudiants d'accéder à cela. Spontanément, ils vont faire de la juxtaposition pluridisciplinaire. Et pour rentrer dans l'interdisciplinaire, il va falloir qu'ils passent un cap et qu'ils changent de regard pour adopter un regard collectif, un regard pluriel.
Voilà. Le regard pluriel est important et il signifie que chacun va intégrer un petit peu la discipline de l'autre et qu'on va ensemble avoir une vision du monde, une vision d'un territoire, d'un morceau du monde, qui sera une vision qui n'isole pas les différents éléments, mais qui les relie et qui repère les conditions de leur bonne reliance, comme dit Edgar Morin. Voilà. Alors, moi, j'ai le sentiment que après, pour opérationnaliser cela d'une manière plus précise, on a intérêt à se donner une méthodologie commune. Et la méthodologie commune, ça consiste à identifier pas simplement un projet, mais au sein de ce projet, une problématique. Une problématique, c'est quoi pour moi? Une problématique, c'est une difficulté, c'est une tension, c'est une contradiction. Une contradiction sur laquelle on va s'attacher, on va voir que la réalité est en tension entre des polarités contradictoires. On va voir que d'un côté, il existe quelque chose et que d'un autre, on peut en légitimer une autre. Et je pense qu'une des méthodes pour dépasser la pluridisciplinarité et aller vers l'interdisciplinarité, c'est d'identifier les tensions, les contradictions, les polarités qui permettent de lire de façon dialectique le réel. Alors, je sais que c'est compliqué. Moi, dans mon propre travail, c'est ainsi que chaque fois que j'ai pu, j'ai progressé. J'ai progressé parce que j'ai repéré dans un domaine particulier des exigences contradictoires, des choses qui étaient légitimes, mais qui apparemment ne fonctionnaient pas ensemble. C'est Edgar Morin qui, encore un grand spécialiste de la pensée complexe, hein, c'est Edgar Morin qui reprend une thèse formulée par Pascal, le philosophe et scientifique qui est Pascal, qui dit qu'on commence à comprendre la réalité quand on comprend qu'il y a dans la réalité des affirmations ou des choses contradictoires entre lesquelles il ne faut pas choisir, mais dont il faut travailler et étudier le sens de cette contradiction. Voilà. Le sens de cette contradiction. En éducation, nous vivons en permanence face à des contradictions de ce type. L'éducation est à la fois une opération de domestication, puisqu'elle veut faire des êtres socialement intégrables, et c'est en même temps une entreprise d'affranchissement, d'émancipation. Et je pense qu'on commence à comprendre l'éducation quand on comprend qu'elle est à la fois une entreprise de domestication, une entreprise d'affranchissement, et qu'on commence à regarder les systèmes éducatifs, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient dans l'éducation populaire, dans l'éducation informelle ou non formelle, qu'on regarde ces systèmes éducatifs comme des systèmes en tension, avec des éléments qui interagissent les uns sur les autres et avec des contradictions auxquelles il faut s'attacher et qu'on va essayer de décrire en mettant en commun nos ressources intellectuelles et disciplinaires. Voilà, c'est un très beau projet, c'est un bel enjeu, mais je voudrais vous dire tout de suite que ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas tout de suite que la démarche est mauvaise. Je pense que la démarche est tellement exigeante que les plus grands scientifiques du monde peinent à y arriver. Et ce serait injuste à bien des égards de reprocher à des étudiants de ne pas y parvenir. Le problème est moins qu'ils n'y parviennent pas que le fait de ne pas l'essayer. Voilà. Je pense qu'il faut les engager sur cette voie. Il y a peu d'Edgar Morin, il y a peu de gens qui ont réussi à penser les choses de manière globale et systémique. Et il faut accepter que cette démarche vers une pensée de la complexité est une démarche assez lente, qui se construit dans la durée et
qui n'aboutit pas forcément dès les premières tentatives. Voilà. Ce n'est pas parce que ça n'aboutit pas forcément dès les premières tentatives qu'il ne faut pas l'essayer. Je pense qu'au contraire, il faut le mettre en œuvre, conscient que c'est une difficulté, que c'est un défi. C'est un défi et que c'est d'autant plus un défi que cela rompt avec ce que Basil Bernstein appelle le code série. Hein. Basil Bernstein, qui est à la fois un linguiste et un sociologue anglais, distingue dans les institutions le code série et le code intégré. Hein. Le code série, c'est la juxtaposition des disciplines les unes à côté des autres. Le code intégré, c'est la capacité à faire du lien entre les différentes disciplines. Et Bernstein montre très bien que le code série est tellement dominant dans la société que quand on veut aller vers le code intégré, c'est un travail intellectuel considérable qui, la plupart du temps, est fait dans la difficulté. Et il ne faut pas minimiser cette difficulté. C'est la raison pour laquelle il faut accompagner les personnes de manière empathique pour qu'elles aillent vers cette complexité et qu'elles la découvrent progressivement. Voilà. Et qu'une fois découverte, elles l'expriment, elles la manifestent. Mais je pense que l'idée de projet est une bonne manière d'aller vers cela. Merci, cher Philippe. La troisième question, la tercera pregunta es sobre lo alfanumérico que está colocado allí. Lo alfabético y lo numérico, una palabra que es, yo diría, muy común en el mundo francés cuando nos referimos a la digitalización tecnológica. Nosotros en la universidad vamos a, y seguramente este año tú lo conocerás, vamos a crear un laboratorio de creatividad. Solemos hablar casi siempre de creatividad en lugar de innovación, porque nos parece que la palabra innovación es una palabra como muy trillada, muy puesta en muchos lugares, y simplemente hicimos esta opción. Estamos hablando de lo tecnológico, y lo tecnológico tiene también contradicciones enormes. Una de ellas es la señalada por Platón, el fármaco, ¿no? Lo que envenena y lo que salva al mismo tiempo. La pregunta sobre este aprendizaje es, ¿cuáles crees tú que son los elementos fundamentales como educadores que debemos tener en cuenta para ser creativos con las tecnologías, ¿no? ¿Qué formación deben tener los profesores y profesoras para enseñar la creatividad? Y hay una tercera que creo que es súper pertinente. ¿Cuáles son las condiciones pedagógicas necesarias para aprender la creatividad? Merci. Alors d'abord, je suis très content que vous ayez récusé le terme innovation parce que c'est un terme qui recouvre trop souvent des initiatives purement technologiques. Et puis par ailleurs, rien ne dit qu'une innovation est toujours un progrès. On peut imaginer des innovations qui constituent en réalité des régressions sociétales et humaines. Donc vous avez très bien fait d'utiliser le terme de créativité et de l'associer à la question du numérique. Alors ce point m'intéresse énormément et il est très important et il va impacter d'une manière considérable l'enseignement supérieur dans les années qui viennent. Vous avez, comme moi, vu apparaître depuis quelques mois les robots conversationnels. Je pense en particulier à ChatGPT, mais il y en a énormément d'autres aujourd'hui. Et ces robots conversationnels remettent quand même un certain nombre de choses en question. Si on regarde ChatGPT, ChatGPT est d'une efficacité absolument redoutable. Redoutable. Si vous avez pris le temps de poser des questions à ChatGPT, vous apercevrez que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Alors, ChatGPT, c'est une base de données. C'est une base de données qui correspond à peu près à 170 000 fois la Bible. C'est une base de données considérable. La plupart des sites des universités, Wikipédia, sont dans cette base de données. Et cette base de données est traitée de telle manière, avec des algorithmes qui font que
si vous interrogez, on va vous renvoyer des propos qui seront construits sur la base d'occurrences statistiques. C'est-à-dire que tel mot dans la base de données est statistiquement suivi la plupart du temps de tel mot. Et donc, le système des occurrences statistiques va faire que quand vous interrogez avec un prompt particulier, on appelle ça un prompt particulier, vous obtiendrez une réponse qui est en réalité la réponse statistiquement moyenne de la base de données. Statistiquement moyenne. C'est celle qui arrive le plus vite parce que dans la base de données, on va neutraliser les aspects minoritaires aussi bien d'un côté que de l'autre. On va concaténer les éléments centraux qui reviennent le plus souvent. On va les intégrer et les structurer à partir d'algorithmes qui ont été programmés. On va ensuite les lisser sur le plan linguistique et on va fournir un texte qui pourra apparaître satisfaisant. Alors, si je voulais être méchant, je dirais que ChatGPT, on pourrait presque imaginer que ça remplace certains cours magistraux. Dans la mesure où ChatGPT va bientôt parler, où ChatGPT est déjà capable d'aller chercher des illustrations, où ChatGPT est même capable de fabriquer les évaluations. Donc, d'une certaine manière, les robots conversationnels interrogent notre enseignement universitaire et interrogent le statut de l'humain dans notre enseignement universitaire, interrogent le statut du professeur. Qu'est-ce que le professeur peut faire que le robot ne peut pas faire? Voilà. Et il me semble que cette question a une dimension à la fois démocratique et pédagogique. Alors, une dimension démocratique d'abord, parce que ce que fait ChatGPT, ce que font tous les robots conversationnels, c'est ce que fait un sondage. C'est-à-dire qu'il va chercher dans la base de données ce qui existe déjà et qui revient le plus souvent. Un sondage d'opinion va chercher sur un échantillon de personnes ce qui existe déjà et qui revient le plus souvent. Le vrai danger, c'est de confondre la technique du sondage avec le débat démocratique. Un débat démocratique n'est pas un sondage. Un débat démocratique, c'est l'expression d'opinions, de points de vue, d'engagement dont le débat, le conflit intellectuel va permettre de faire émerger des éléments nouveaux qui n'existent pas dans la base de données. Le sondage, comme le robot conversationnel, nous met dans une situation où le résultat est déjà présent dans la base de données. Dans le robot conversationnel, le résultat, c'est la moyenne qui revient statistiquement de la façon la plus rapide et la plus efficace dans la totalité des énoncés que comprend cette base de données. Dans le sondage, c'est ce qui est déjà présent chez les gens. Il y aurait une perversion énorme de la démocratie à considérer qu'un sondage, c'est une élection, qu'un sondage, c'est un débat démocratique. Le débat démocratique, il fait se rencontrer des points de vue qui s'opposent, mais il fait émerger des solutions qui n'existent pas a priori, mais qui sont construites et élaborées par les acteurs. Et ça, c'est très important de le rappeler. C'est très important de rappeler que l'intérêt collectif et le bien commun, ça n'est pas la somme des intérêts individuels. C'est le fait que les intérêts individuels se mettent en débat et que ce débat est fécond et permet d'imaginer une solution qui va dépasser les intérêts individuels. Le débat démocratique est créateur d'avenir.
le sondage n'est qu'une photographie du présent. Le sondage photographie ce que les gens pensent. Le débat démocratique fait émerger des choses nouvelles qui construisent l'avenir. Si les décisions humaines se calent sur le principe du sondage ou de la base de données, c'est-à-dire du robot conversationnel, et vont chercher les solutions dans ce qui existe déjà, alors il n'y a plus de créativité. Le robot conversationnel ne crée rien, il concatène, il met ensemble, il combine. L'humain, il va créer, et il va créer dans le débat, il va créer dans le conflit, il va créer dans un conflit serein, médiatisé par la parole et la démonstration intellectuelle, mais il va créer dans l'échange. Et ce qui me paraît fondamental et essentiel, c'est d'entrer dans une conception où le numérique alimente en termes d'information nos étudiants et nous-mêmes, mais ne nous exonère pas des débats, des échanges, voire des conflits cognitifs qui sont les seuls à pouvoir faire émerger des solutions qui n'existent pas déjà dans la base de données. Parce que c'est ça la créativité. La créativité, c'est de faire émerger des solutions qui ne sont pas déjà là et qui ne sont pas simplement des combinaisons de choses qui sont déjà là. Pour moi, c'est très important. Je travaille beaucoup sur les robots conversationnels avec mes collègues universitaires parce que les étudiants utilisent les robots conversationnels. Parce que c'est très pratique pour un universitaire d'utiliser un robot conversationnel pour faire un plan de cours ou pour aller chercher des informations sur telle ou telle chose. Et je pense que ça nous amène à cette question, quelle est la plus-value du professeur? Qu'est-ce que le professeur doit apporter pour que ses étudiants lui-même apprennent à ne pas s'en tenir à cette espèce de collecte statistique d'informations que peut faire actuellement le robot conversationnel. Ça m'amène à cette idée que la créativité va nécessiter évidemment de se saisir des outils numériques, mais de s'en saisir pas seul, collectivement, et de s'en saisir en étant attentif à ces failles du numérique, à ces failles. Moi, un exercice que je fais souvent avec des étudiants et avec des collègues consiste à poser une question. On se pose une question avec des étudiants, une question qui va faire l'objet d'une évaluation, par exemple, et on demande à un robot conversationnel comme ChatGPT d'écrire la réponse. Il va écrire une réponse. En quelques dixièmes de seconde, il va écrire une réponse d'une ou deux pages, souvent extrêmement construite et qui apparaît satisfaisante. Eh bien, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je photocopie la réponse du robot conversationnel. Et je dis maintenant à chacun de commencer à réfléchir à ce qu'il peut apporter de personnel et de créateur face à ce qui n'est aujourd'hui, à travers le robot conversationnel, qu'une concaténation d'informations grâce à des occurrences statistiques. Quel est vous pouvez vous saisir de ces informations du robot, mais vous, qu'est-ce que vous, humains, vous pouvez faire de ce que la machine vous dit, vous donne, vous offre? Et je pense que ça, c'est une question très importante aujourd'hui. C'est une question très importante, j'ai dit politiquement, on regarde la démocratie, mais pédagogiquement aussi. Parce que si on ne se pose pas cette question de la différence entre les robots conversationnels les plus évolués et l'apport d'un professeur, on risque bien d'aller vers des songeries technocratiques
où il n'y aura plus de professeurs qui partagent, qui animent, qui organisent des débats, qui font émerger de la créativité avec leurs étudiants, mais où on n'aura plus que des gens qui accumulent des informations et fonctionnent exclusivement avec de la collecte dans des bases de données. Dans mes premiers travaux sur la pensée créative, j'avais beaucoup insisté sur un élément qu'un chercheur en éducation américain, Guilford, appelle la divergence. La divergence, c'est-à-dire la capacité de diverger, de sortir des sentiers battus, de sortir de la routine, de sortir du donné, de sortir de ce qui est traditionnellement dit par les uns et par les autres, répété et qui relève du lieu commun. Et Guilford avait inauguré toute une série de travaux autour de la créativité en montrant que pour sortir de la divergence, il fallait faire se rencontrer des choses qui habituellement ne se rencontrent pas. Se rencontrer des choses qui habituellement ne se rencontrent pas. C'est-à-dire le contraire de ce que fait le robot. Le robot, il va se faire se rencontrer ce qui se rencontre le plus souvent statistiquement dans sa base de données. Mais le robot, il ne va pas pouvoir écrire Alice au pays des merveilles. Parce que dans Alice au pays des merveilles, il y a un lapin qui court avec une montre et qui rencontre une petite fille. Or, dans la base de données, il y a, si on regarde ce qui est écrit sur les lapins et sur les montres, il y a très peu de lapins qui courent avec une montre. Et donc, si on veut créer quelque chose, il va falloir sortir des sentiers battus et aller vers ce que beaucoup de chercheurs appellent le binôme imaginatif, c'est-à-dire aller chercher à mettre en relation des choses qui ne sont pas mises spontanément en relation. Aller volontairement explorer des domaines qui sont censés être très étrangers les uns par rapport aux autres pour voir ce en quoi ils nous permettent de faire émerger quelque chose de nouveau. C'est un chercheur italien qui s'appelle Gianni Rodari, dans un livre excellent qui s'appelle Grammaire de l'imagination, qui a travaillé sur comment on crée cette étincelle de la créativité. Et il a montré que cette étincelle de la créativité, elle apparaît quand on va avoir la possibilité, et ça c'est très intéressant quand on est à plusieurs, de faire se rencontrer des sensibilités, des histoires, des domaines, des disciplines, des langages différents, des cultures même différentes. Le numérique ne fait jamais se rencontrer de la différence, sauf quand on le commande, hein, on peut lui demander. Mais son principe, c'est de chercher toujours le commun et d'enfermer dans l'algorithme. Le principe du numérique, c'est le tunnel de l'algorithme. Pourquoi le tunnel de l'algorithme? Parce que dès lors qu'on utilise un service en numérique, si par exemple vous utilisez Google, il ne faut pas utiliser Google, mais si vous utilisez Google, eh bien Google sait ce que vous avez choisi, où vous êtes allé, et il ne va vous envoyer que des informations qui vous confortent dans ce que vous avez déjà fait. Si vous avez commandé par Google un livre policier, Google va vous recommander des livres policiers. C'est-à-dire qu'il va vous enfermer dans un tunnel, et c'est grâce à ce tunnel que Donald Trump a réussi à imposer pendant sa campagne électorale il y a quelques années la théorie du complot de QAnon, par exemple, en envoyant toujours systématiquement à tous ceux qui étaient tentés d'aller vers un peu d'ésotérisme et de théorie du complot des informations qui renforcent en permanence les tendances initiales. Le renforcement permanent des tendances initiales, c'est le contraire de la créativité. Le rôle du professeur, le rôle de l'institution, c'est quand quelqu'un aime les livres policiers, de lui faire aimer les livres d'histoire. Quand quelqu'un aime les livres d'histoire, lui faire aimer la poésie. Quand quelqu'un aime la poésie, lui faire aimer l'astronomie. C'est-à-dire lui donner la possibilité de faire se rencontrer des domaines qui ne se rencontrent pas. Parce qu'entre la poésie et l'astronomie, il y a plein de rapports.
et c'est quand on fait se rencontrer la poésie et l'astronomie qu'on peut écrire Le Petit Prince. Si on reste dans la poésie d'un côté ou dans l'astronomie de l'autre, eh bien c'est pauvre. Cette capacité à transgresser les catégories est profondément au cœur de la créativité. Et vous voyez que je rejoins ici ce que j'ai dit tout à l'heure sur le passage de la pluridisciplinarité à l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité est un formidable outil de créativité. Elle permet, et c'est ce que nous avons dit dans la question précédente, elle permet de se donner une représentation du monde, une représentation d'un territoire dans le monde, d'une problématique sur ce territoire. Quelle est la problématique sur ce territoire que je vais étudier? La pluridisciplinarité m'aide beaucoup pour cela, mais la pluridisciplinarité m'aide pour quelque chose de plus. Et là, le numérique peut être un formidable allié. Elle m'aide pour sortir de l'enfermement et pour imaginer des rencontres imprévisibles qui sont celles qui vont me permettre d'être créatif, de faire émerger quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, je crois que vous avez raison d'insister sur la créativité. Vous avez particulièrement raison d'associer le numérique et la créativité parce que le numérique peut être, comme Freddy, vous le disiez tout à l'heure, un pharmacone au sens de Platon, hein, c'est Bernard Stiegler qui l'a développé, quelque chose qui tue ou quelque chose qui soigne selon l'usage que l'on en fait. Le numérique peut tuer la créativité si on se livre à lui pieds et poings liés à travers les robots conversationnels par exemple, mais il peut servir la créativité si le numérique est utilisé d'une manière pluridisciplinaire, d'une manière collective et d'une manière inventive. Voilà quelques remarques sur ce point et je trouve très intéressant que vous ayez cet axe parce que je crois que les universités vont devoir très vite s'attacher à la question qu'est-ce que nous apportons de plus, nous, que la simple concaténation des informations que peut effectuer un robot conversationnel et l'intelligence artificielle. L'arrivée de l'intelligence artificielle, me semble-t-il, réinterroge l'université et le rôle du professeur d'université en le repositionnant comme un acteur socratique, comme un espèce de Socrate qui fait émerger de la pensée, de l'imagination, de la créativité, et non plus simplement comme quelqu'un qui comble le désir de savoir, ce que les robots vont faire probablement plus vite, plus efficacement et d'une manière plus individualisée et plus ludique que nous ne pouvons le faire. Merci, Philippe. La cuarta pregunta tiene que ver con la expresión simpoiesis, que es un concepto que viene de la biología. Yo diría, es uno de los aprendizajes que hemos ido como intentando descifrar ahora con respecto a lo que está pasando, ¿no? Este aprendizaje insiste en dos desafíos fundamentales. Uno es formar estudiantes para la investigación desde la licenciatura. Hay una expresión aquí en América Latina que es generación de conocimientos. No estudiantes simplemente que repitan las lecciones. Y la segunda es lo no humano, que, no es, que es una ampliación de lo viviente, ¿no? De hecho, muchos de los proyectos de los chicos se van hacia lo no humano ahora. Hay una curiosidad enorme sobre lo no humano. Mi pregunta sobre esto es cómo formar estudiantes en la licenciatura para la investigación, cómo integrar lo no humano, ¿no? También, porque hay una crítica en el medio acá que tiene que ver con, yo diría, con muchos de los discursos hoy académicos y científicos de un cuestionamiento hacia el antropocentrismo, ¿no? Que se está expandiendo. Bien Eh, sûr, bien eh, sûr. Oui. no, es esa la pregunta, Philippe. Je t'écoute.
Bien sûr, cette question de la formation à la recherche, à la génération des connaissances, comme vous dites, est fondamentale. Elle est d'autant plus fondamentale, et je poursuis la réflexion que j'ai entamée avec les trois premières réponses, que, à bien des égards, le numérique, d'une certaine façon, pourrait tuer une certaine conception de la recherche. Si la recherche, c'est simplement réunir des données qui existent déjà, le numérique fait ça mieux que nous. Le numérique fera ça mieux que nous. Et donc, il nous faut montrer que la recherche, c'est l'invention, c'est la création, c'est le fait d'aller toujours plus loin dans l'interrogation. C'est le fait de ne jamais rien considérer comme définitivement acquis, mais de se poser en permanence des questions. Voilà. Et je pense qu'il y a là quelque chose de fondamental dans le rôle qu'a l'université aujourd'hui, dans un monde qui est celui où il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de slogans, il y a beaucoup de certitudes. Le rôle de l'université, c'est d'interroger les certitudes, d'interroger ce qui va de soi et ce qui est donné comme allant de soi un peu partout, par tout le monde. Voilà. C'est l'esprit critique, c'est le regard incisif sur les choses et les discours. J'insiste sur un point important. Très souvent, quand un étudiant cherche quelque chose et qu'il l'a trouvé, il s'arrête là. Or, le rôle de l'université, c'est précisément qu'il ne s'arrête pas là, mais que dans ce qu'il a trouvé, il trouve une occasion de recherche pour aller plus loin. C'est-à-dire que on progresse d'un savoir acquis à un savoir interrogé, et que tous les savoirs acquis soient interrogés. C'est-à-dire qu'il y ait une interrogation permanente sur ce que l'on croit savoir, sur ce qu'on a le sentiment de savoir, sur ce que l'on est en train de savoir. Il y a un très beau discours d'un grand homme en France, qui est Jean Jaurès, où il dit, un très beau discours sur ce que c'est qu'être professeur, où il dit que le professeur n'enseigne pas seulement ce qu'il sait, il enseigne ce qu'il est, EST, et il dit qu'il enseigne ce qu'il est parce qu'il enseigne le chemin de la vérité. Il n'enseigne pas la vérité, il enseigne le chemin de la vérité. Parce que la vérité, on n'est pas sûr de la posséder, même dans le domaine scientifique le plus élevé. Est-ce que la vérité, c'est la théorie quantique, ou est-ce que c'est la relativité générale? On sait bien qu'aujourd'hui, les scientifiques eux-mêmes se disputent, et que ces deux modèles de compréhension du monde, toutes les deux se veulent à la fois la vérité et savent qu'elles ne le sont pas complètement. Donc, ce qui est important, c'est moins de prétendre enseigner la vérité que de mettre les individus sur le chemin de la vérité. Et là, il faut retrouver l'intuition superbe d'un grand philosophe pédagogue, une intuition qu'il a développée toute sa vie, c'est le fait que la démocratie et la pédagogie ont une méthodologie commune, c'est l'enquête. Et c'est bien sûr John Dewey. C'est John Dewey qui a longuement travaillé sur la technique de l'enquête. Enquêter. C'est pas simplement recueillir des informations, mais c'est aller s'impliquer sur le terrain, aller entrer en dialogue avec les personnes, avec les choses, avec les objets. Nous y reviendrons dans un instant. L'enquête qui va faire émerger des réponses, mais qui va à chaque fois faire rencontrer des problèmes nouveaux. Voilà. Et c'est ça qui, au fond, est le gage de réussite. C'est quand une enquête à la fois donne des éléments de réponse, mais ouvre à de nouveaux problèmes, qui ouvre à de nouvelles recherches, et qu'on ne comble pas le désir de savoir, mais qu'on entretient le désir d'apprendre. Donc, je crois beaucoup à la technique de l'enquête. Je reviens à une question précédente.
je crois que la technique des projets que vous mettez en œuvre doit être associée à celle de l'enquête, et de l'enquête de terrain, pas simplement de l'enquête livresque, de l'enquête de terrain, de l'enquête qui va utiliser des méthodologies différentes, la méthodologie de l'entretien, mais aussi la méthodologie de l'observation, mais aussi regarder ce qui se passe dans tel domaine. On pourra avoir un regard biologique, un regard physique, un regard anthropologique sur une même réalité. L'enquête qui se coltine des réalités de terrain directement et pas simplement toujours au deuxième degré à travers de la documentation. Je pense qu'il faut, si on veut accéder à ce qui est légitimement votre objectif, c'est une pensée qui n'est pas enquistée, qui est toujours en avant, en dynamique, il faut pousser aux enquêtes de terrain. Il faut pousser aux enquêtes de terrain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recherche documentaire. Bien évidemment, la recherche documentaire est fondamentale, mais je pense qu'en termes de formation, l'enquête de terrain est très importante. Parce que l'enquête de terrain déstabilise, parce que l'enquête de terrain fait rencontrer des problèmes qu'on n'avait pas imaginés, parce que l'enquête de terrain, elle m'oblige à me confronter à des personnes, et pas simplement à des papiers ou à des écrans, mais à des personnes. Et je trouve que c'est très important. Et puis, j'en viens à la deuxième partie de la question. Et c'est un point sur lequel, évidemment, nous avons tous beaucoup à réfléchir et je ne crois pas pouvoir vous donner des leçons là-dessus parce que nous avons beaucoup aussi en France à avancer sur cette question. C'est la question de la prise en compte du non-humain. L'idée que le non-humain fait partie, nous participons d'une même réalité, l'humain et le non-humain. Alors, j'ai parfois un peu de difficulté à parler de non-humain parce que ça donne le sentiment que le monde est séparé entre, d'un côté, les humains et de l'autre côté, les non-humains. Dans les non-humains, il y aura le vivant et puis ce qui n'est pas vivant. Je pense que cette partition, c'est ça qui est pervers. Nous faisons partie du même monde. Nous faisons partie du même monde. Et ce qui est à découvrir et à chercher, c'est les relations entre les humains et le monde qui les entoure, mais pas en termes simplement d'influence ou d'environnement, mais en termes d'interaction permanente et en termes de leçons que nous avons à prendre du non-humain. Nous avons quelques recherches en France très intéressantes, en particulier d'un chercheur qui s'appelle Baptiste Morisot, qui vient d'éditer un livre qui s'appelle L'Inexploré. L'Inexploré, et qui dit nous arrivons aujourd'hui dans un moment de notre civilisation où il va nous falloir apprendre à découvrir des mondes que nous ne pourrons pas coloniser. Je trouve que c'est très intéressant. Parce qu'il explique que pendant très longtemps, quand on découvrait quelque chose, on le possédait, on le colonisait. Quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, eh bien, les Espagnols et les Portugais arrivent pour coloniser l'Amérique. Et il nous dit, il faut découvrir des choses nouvelles en ayant comme objectif de les comprendre et de faire partager notre compréhension, mais sans velléité de possession. Voilà. Il nous faut nous libérer de notre désir de posséder ce qu'on découvre et il faut aller explorer des choses dont nous aurons beaucoup à apprendre, mais que nous ne posséderons pas. Et il dit, le non-humain nous apprend beaucoup parce que nous avons toujours à apprendre de ce qui se passe dans la nature, dont nous faisons partie, hein, mais dans la nature, il dit un mètre carré de terre est aussi riche que l'univers tout entier. Il y a là-dedans
tellement de choses qui interagissent, tellement d'éléments qui sont les uns en rapport avec les autres, tellement de particules, d'animaux, de petites choses que, que nous avons à explorer tout ça. Explorons, dit-il, toute cette réalité, mais explorons-la avec une certaine modestie. Pas comme Christophe Colomb a exploré l'Amérique en tuant tout sur son passage. Voilà. Mais en respectant et en se mettant à l'écoute de ce que ce non-humain nous dit sur les équilibres qu'il a construits, sur les perspectives qu'il ouvre, etc. Je suis très frappé aujourd'hui par la richesse d'un certain nombre de travaux. Je pense en particulier à des travaux sur un non-humain qui est le champignon, hein, dont beaucoup pensent qu'il peut résoudre un nombre considérable de problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en termes de nutrition, mais aussi en termes de destruction des déchets, etc., etc. Et alors, je lisais récemment un livre d'un auteur japonais qui disait à quel point il fallait travailler sur le champignon, mais alors pas du tout comme un mycologue, en étudiant simplement les spores, etc., mais travailler sur la façon dont, dans le monde entier, le champignon rassemble les arbres, travaille, produit des choses et peut ouvrir des perspectives formidables. Donc oui, moi je suis très attentif à cette prise en compte du non-humain. Je pense que c'est un des défis de la modernité, c'est de vivre dans un monde où nous abandonnons notre arrogance d'humain qui possède la Terre pour passer à un comportement d'humain qui s'inscrive dans le monde. Et je pense que ça, c'est tout à fait fondamental. Et je trouve que c'est très, très chouette, c'est très, très bien que vous l'ayez mis à l'ordre du jour. Vous êtes parmi les explorateurs dans ce domaine-là, et des explorateurs non colonisateurs. Et ça, c'est très important. Et, et je suis très frappé de voir à quel point les recherches sur le non-humain font aujourd'hui des gens qui sont heureux et épanouis, à condition que ce ne soit pas des recherches productivistes, mais des recherches qui se mettent à l'écoute de ce que ce non-humain a à nous dire sur, sur ce que c'est que l'humain aussi, d'ailleurs. Sí, Philippe. La quinta pregunta es sobre la biointegralidad ligada a la interculturalidad. De hecho, como tú conoces, en América Latina este es un aprendizaje muy desarrollado. Es un aprendizaje donde nosotros queremos articular los saberes ancestrales, antiguos, con los nuevos saberes. En nuestro caso, este principio lo hemos articulado con lo que llamamos el viaje, ¿no? Hay un desarrollo muy importante en nuestra universidad sobre la internacionalización, sobre chicos que viajan. México es muy rico en interculturalidad por muchas cosas, por su cocina mexicana, que es ancestral, y con muchas otras cosas. Eh, ¿Cuál es el rol, tú crees, que la pedagogía va a jugar en estos tres aspectos del viaje, ¿no? El viaje interior, el viaje geográfico, el viaje cognitivo. ¿Cómo va a ser de la interculturalidad no solamente un modelo de comparación, donde buscamos ver qué está por encima de lo otro, sino un verdadero diálogo? Effectivement, l'interculturalité peut facilement devenir soit une juxtaposition des cultures avec un relativisme absolu, tout se vaut. Hein, à ce moment-là, on peut dire que au nom de l'existence dans la culture de certains peuples de l'excision, eh bien, on a droit partout d'exciser toutes les femmes. C'est un relativisme absolu et c'est pas entendable comme relativisme absolu. Soit on est vers un espèce
de syncrétisme, soit vers le plus souvent une hiérarchisation des cultures, avec les bonnes cultures en haut et les mauvaises cultures en bas, les bonnes cultures étant le plus souvent d'ailleurs les cultures de l'Occident. Alors, vous avez une très belle entrée qui est celle du voyage. En parlant du voyage intérieur, du voyage cognitif et du voyage géographique. Parce que le voyage, c'est ce qui va nous permettre de découvrir que l'interculturalité n'est pas simplement entre les cultures, qu'elle est en nous. Qu'elle est en nous. Nous sommes des êtres hybrides. Nous sommes des êtres pluriels. Nous ne sommes plus des êtres monolithiques qui appartiennent exclusivement à une culture. Nous sommes aujourd'hui des êtres hybrides et cette hybridation, elle est une chance. Elle est une chance parce qu'elle est un moyen de combattre les replis identitaires. Les replis identitaires qui font que on se met ensemble, qu'on cultive notre identité et qu'on exclut les autres qui ne sont pas pareils que nous. Alors, nous sommes des êtres hybrides et comment accéder à cette hybridation? Par la découverte de l'altérité. Et comment accéder à la découverte de l'altérité? Moi, j'ai une piste que j'ai beaucoup travaillée dans mon histoire, c'est la piste culturelle et anthropologique. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de comprendre avec des enfants, avec des adolescents, avec des adultes, que différentes réponses culturelles peuvent renvoyer en réalité aux mêmes questions. Et que si les réponses nous séparent, les questions nous unissent. Et que l'humain est constitué de cette dualité extrêmement intéressante entre des questions qui nous sont communes et des réponses qui nous sont différentes. Parce que quand on regarde comme l'ont fait les anthropologues, je pense à Lévi-Strauss, mais aussi à Marcel Mauss, à Max Weber, à tous ces gens-là, quand on regarde les cultures humaines, on s'aperçoit qu'en réalité, elles renvoient toutes aux mêmes interrogations anthropologiques. Qu'est-ce que le corps humain? Nous savons aujourd'hui que l'Homo sapiens sapiens, probablement un de ses premiers actes forts a été les rites funéraires, enterrer les morts. Pour dire le corps est habité, le corps n'est pas de la viande dont on peut faire n'importe quoi, et les morts doivent rester présents en nous. Voilà. Et nous savons que le rapport à la mort est un rapport qui travaille toutes les cultures. La question de la mort interroge toutes les cultures. La question de l'amour interroge toutes les cultures. Comment aimer quelqu'un sans se l'approprier, sans le manger? Comment être aimé par quelqu'un sans être mangé par lui? La question de l'ogre. L'ogre est présent dans toutes les cultures. Il y a une multitude de questions comme ça qui travaillent les cultures humaines. Et si on prend les différences des cultures humaines à travers leurs questions, on va s'apercevoir qu'elles renvoient aux mêmes préoccupations, mais que selon les peuples, selon les époques, selon les environnements, ils y apportent des réponses différentes. Alors, être capable de comprendre que des réponses différentes renvoient à des questions identiques, c'est être capable de comprendre ce que c'est que la solidarité de l'humanité dans ce que nous sommes profondément humains tous et dans ce en quoi nous avons droit à la différence en même temps, à la différence entre les êtres et à la différence en nous aussi, au fait que nous pouvons être des êtres hybrides. Alors, je suis très sensible au travail sur l'interculturalité et je trouve qu'en Amérique latine, vous le faites bien. Vous le faites bien parce que vous avez la chance d'avoir une culture vernaculaire encore très forte, que vous défendez et que vous avez raison de défendre. Vous avez la chance d'avoir une interculturalité presque partout. Et je pense que cette interculturalité, on peut la vivre sous forme de conflit,
mais aussi on peut la vivre sous forme d'enrichissement. Et l'enjeu, c'est bien l'enrichissement. Et le voyage est bien le bon moyen pour s'enrichir, pour partir de là où on est, pour arriver quelque part et s'enrichir de là où on arrive, et pour se découvrir dans sa pluralité en découvrant l'altérité de l'autre. Voilà. C'est compliqué et en même temps, c'est relativement simple parce que il m'est arrivé, grâce à toi et à d'autres, de rencontrer des coutumes, des cultures, des expressions artistiques que j'ignorais, que je ne connaissais pas, qui m'étaient totalement étrangères. Alors, on peut les rejeter, mais aussi on peut les interroger en voyant à quel point ces modes d'expression, même s'ils sont très différents de ce que nous sommes capables de faire et ce que nous voulons faire, nous renvoient quand même à notre commune humanité. Ce que nous avons en commun. Voilà. Et pour moi, cette affaire-là est très importante parce que un des enjeux pour éviter l'explosion du monde, qui est quand même en train de se produire assez largement sous nos yeux, ce serait de construire du commun dans l'acceptation des différences. Voilà. Et c'est une banalité de dire ça, mais c'est une banalité malheureusement terriblement d'actualité. Qu'on puisse se savoir participer à l'humaine condition tout en étant différent, en ayant des réponses différentes à des interrogations communes, travailler en même temps ce qui nous spécifie et ce qui nous unit, c'est pas simplement un enjeu d'apprentissage académique, c'est un enjeu de, j'allais dire, de politique au plus haut niveau, au plus haut niveau. Je crois qu'il faudrait regarder là du côté, mais nous en avions peut-être déjà parlé, de travaux comme ceux de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum est une philosophe nord-américaine qui a travaillé dans la mouvance d'Amartya Sen et de tous ces gens-là autour de la notion de capacité, mais qui a beaucoup travaillé aussi sur ce qu'elle appelle les émotions démocratiques et qui a expliqué longuement à quel point la capacité de ressentir la douleur de l'autre était une émotion absolument nécessaire à la construction d'un univers démocratique, solidaire et pacifié. Alors elle défend l'idée que pour ça, il faut l'éducation artistique, il faut la littérature, il faut l'entrée dans les cultures et la découverte des cultures dans ce qu'elles ont d'enrichissant. Et je crois qu'elle a raison. C'est à la fois, là encore, un enjeu pédagogique et un enjeu civilisationnel. Merci, Philippe. La dernière cuestión es sobre la autodependencia. Es un principio que claramente hace una crítica a la autonomía, a ese discurso de la autonomía de formar estudiantes capaces de resolver por sí mismos todas las cosas. Nosotros en la universidad, como yo diría muchas en el mundo, nos hemos dado cuenta que al mismo tiempo, después de la pandemia, hemos ido encontrando una epidemia de estudiantes con mayor ansiedad, con mayor depresión, y hay una cantidad de cosas que nos preocupan. Mis preguntas van por ese lado, Philip. ¿Cómo lograr ayudar a los chicos? Porque el aprendizaje aquí es la colaboración, cómo ayudar a tener una formación colaborativa y al mismo tiempo a tener una formación en que podamos nosotros trabajar las emociones de los chicos, no ese encierre que provoca la violencia o los miedos que se generan a partir de la ansiedad. C'est évidemment une question très difficile, hein. Nous observons un peu partout cette inquiétude des jeunes générations depuis la pandémie.
cette anxiété qui se développe au regard du changement climatique, au regard des guerres qui ensanglantent le monde aujourd'hui. Beaucoup de jeunes se trouvent dans une forme de ce que nous appelons, nous, la solastalgie. Je ne sais pas s'il y a un terme qui a été forgé en espagnol pour traduire ce mot de solastalgie. Solastalgie, c'est une sorte de peur, de nostalgie, d'angoisse en même temps, de fait que le futur nous apparaît tellement compromis qu'on se demande si ça vaut le coup de vivre sa vie, si ça vaut le coup de faire des enfants, par exemple, etc., etc. Et donc, on voit bien que ce phénomène s'empare d'une partie de la jeunesse et qu'il est extrêmement préoccupant et que ça constitue une entrave, bien sûr, à l'engagement, mais aussi à la recherche universitaire, mais aussi à la préparation professionnelle, parce que la recherche universitaire, comme la préparation professionnelle, requiert une projection dans le futur avec un minimum de vision positive de ce futur. Alors, que peut-on faire? Eh bien, on peut évidemment tenter de métaboliser tout ça. Alors, le métabolisme, c'est la transformation à travers une activité, à travers un engagement, à travers quelque chose qui impulse une dynamique à la personne et la projette vers l'extérieur, vers le dehors, et la sort de son angoisse personnelle. Une des hypothèses que nous faisons ici et que j'ai tenté d'expérimenter dans plusieurs terrains, c'est le fait que la mise en responsabilité des jeunes qui subissent ces situations d'angoisse, de dépression, d'anxiété, le fait de leur donner des responsabilités est souvent aussi efficace que le fait de les traiter comme des malades et de les soigner comme des malades. C'est-à-dire que nos systèmes médicaux occidentaux sont des systèmes fondés sur le paradigme déficitariste, c'est-à-dire sur ce qui fait défaut, sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas là. Et une manière de soigner les gens, je crois, et ça c'est les cultures traditionnelles qui nous l'apprennent, c'est peut-être, y compris quand ils sont en difficulté, peut-être surtout quand ils sont en difficulté, leur donner une responsabilité, y compris au regard des autres. Voilà. Au regard des autres. Moi, j'essaye aujourd'hui d'expérimenter cela dans des banlieues chez nous, où nous avons eu au mois de juin et juillet dernier des émeutes extrêmement violentes et où les travailleurs sociaux ont découvert que aller dans une position de compassion, apporter de l'aide aux gens, n'est pas toujours le meilleur service qu'on peut leur rendre. Un service extraordinaire à leur rendre, en revanche, c'est de considérer que eux sont des ressources et qu'ils peuvent apporter de l'aide à d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont des responsabilités et qu'on va les engager, on va leur donner la responsabilité d'épauler quelqu'un, de s'engager quelque part, etc. Et je pense que c'est une dynamique qu'il nous faut retrouver. C'est une dynamique qui est celle de quelqu'un qui, quand il est dépressif à l'intérieur, plutôt que de creuser la dépression, la métabolise pour en faire un outil de service du collectif. Alors, ceci étant dit, je sais que ce n'est pas facile et je voudrais revenir sur la deuxième partie de ta question. Qu'est-ce qui se passe dans un groupe où les émotions sont présentes? Alors, nous savons, et c'est un psychologue anglais important qui s'appelle Bion, Beyoan, qui a travaillé d'ailleurs beaucoup avec un psychologue argentin qui s'appelle Pichon-Rivière. Nous savons que tout groupe humain, qu'il soit un petit groupe de 3-4 personnes ou un grand groupe, existe sous deux modalités. Il existe comme groupe de tâches pour faire ce qu'on va lui demander de faire, et il existe en même temps comme groupe de base en tant qu'un ensemble où circulent des affects. Des affects qui peuvent être parfois
très préoccupants qui peuvent renvoyer à des logiques qui sont les logiques du bouc émissaire. On désigne quelqu'un qu'il faut exclure parce que c'est lui qui nous porte malheur. Parfois des logiques qu'on appelle les logiques de couplage, c'est-à-dire que le groupe devient un écrin qui permet une espèce de couplage symbolique entre deux ou trois personnes qui réalisent sur le plan fantasmatique ce qu'elles ne peuvent pas réaliser dans la réalité, etc. Donc on sait qu'il y a dans tout groupe la dimension groupe de tâches et la dimension groupe de base. Ce que dit Bion, c'est que pour qu'un groupe fonctionne, il ne faut pas que le groupe de base, alors ce qu'il appelle l'hypothèse de base, vienne percuter le groupe de tâches et entre en contradiction avec le groupe de tâches. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un groupe de 5 étudiants qui a un projet à faire, eh bien, il ne faut pas que les relations interpersonnelles au sein de ce groupe viennent où les émotions individuelles viennent percuter trop lourdement le projet. Alors, c'est effectivement très compliqué, ça, hein, c'est très, très compliqué. On peut avoir une approche clinique de ça en disant qu'il faut faire éventuellement suivre ces groupes par quelqu'un qui est un clinicien hein, et qui va apporter de la régulation. Je pense que ce n'est pas possible à l'université, on n'en a pas les moyens, on n'a pas assez de psychologues cliniciens pour accompagner tous les petits groupes qui se constituent. Donc, on a un travail à faire qui est un travail d'outillage qui fait le pari que par un peu de méthodologie, on va lester en quelque sorte les émotions et qu'on va leur permettre de s'orienter vers la satisfaction de la réalisation de la tâche commune. Voilà. C'est pas évident, c'est pas simple, et j'ai conscience que ça demande un travail d'accompagnement important, mais je pense que c'est intéressant de le tenter. Alors comment? Comment? Eh bien, en ayant un accompagnement méthodologique rigoureux. Voilà. Si on a des petits groupes, par exemple de 4 ou 5 personnes autour d'un projet, je pense qu'on ne peut pas les laisser sur une année seuls sans accompagnement. Un accompagnement préparé à l'avance qui leur donne des échéances dans le temps hein, et qui les amène à respecter ces échéances. Hein, si vous avez une année ou 2 années pour élaborer quelque chose, on ne peut pas simplement vous dire dans 2 années ou dans une année, vous rendrez ça. Il faut, je pense, programmer les échéances d'une manière extrêmement précise. Alors peut-être pas semaine par semaine, mais mois par mois, avec les différentes étapes du travail. Je pense que tout ça, ça contribue à non pas supprimer les émotions et les affects. On ne les supprimera pas, les émotions et les affects, mais à leur permettre de se pacifier un peu, de se séréniser et d'être un petit peu le groupe. Ça fait fonction de lest, comme on parle de lester la quille d'un bateau, par exemple, qui lui permet de tenir debout. Donc, il y a un accompagnement méthodologique. Je pense qu'il faut aussi un peu, dans la mesure du possible, que les personnes sachent qu'il existe des lieux d'écoute où elles pourront être entendues pour les difficultés personnelles, les effondrements psychiques ou les problématiques d'angoisse, d'inquiétude qu'elles ressentent. Je pense qu'il ne faut pas forcer les gens à aller dans ces lieux-là, mais je pense qu'il est important que les gens sachent qu'il existe des lieux d'écoute avec des professionnels qui sont capables de les entendre et que s'ils se sentent maltraités, s'ils sont trop angoissés, ils puissent aller le dire à quelqu'un dans une confidentialité, c'est-à-dire quelqu'un qui est soumis à l'obligation de confidentialité, hein, quelqu'un qui ne va pas répéter ça partout, mais qu'il y ait des lieux d'écoute. Je pense qu'il nous faut aujourd'hui des lieux d'écoute. Les détresses individuelles sont importantes,
On peut les lester à travers de la méthodologie, on peut les lester à travers des ressources, on peut les lester à travers des engagements. C'est vrai que l'engagement dans des créations artistiques, l'engagement dans le sport, ça peut contribuer à lutter contre cette espèce de débordement émotif. Mais je pense qu'on a besoin aussi de mettre à disposition des gens des écoutants, c'est-à-dire des personnes qui, tout en respectant l'anonymat, en promettant la confidentialité, sont capables d'entendre. Ça ne veut pas dire d'approuver, mais d'entendre. Parce qu'il est fondamental que chacun sache qu'il peut être entendu. Voilà. Rien n'est pire pour quelqu'un que d'avoir le sentiment qu'il n'est pas entendu dans son angoisse, dans son inquiétude, dans les terreurs parfois même qu'il peut avoir au regard du monde, mais aussi au regard du travail qu'on lui demande. Donc, dans la mesure du possible, je crois qu'il faut rendre ces lieux d'écoute, faire en sorte qu'il y ait ces lieux d'écoute, qu'ils soient sécurisés, qu'ils soient des lieux de sécurité, mais qu'ils existent et que c'est un bon complément à tout un apport méthodologique indispensable et qui lui aussi a un rôle, bien sûr, pour dégonfler l'émotivité. Mais on ne fera évidemment pas l'économie des émotions. Les émotions sont là, les émotions sont nécessaires d'ailleurs. Hein. Les émotions sont très importantes, elles portent l'être humain, les émotions. Il faut simplement que ces émotions puissent être régulées et que les individus ne soient pas submergés par leurs émotions au point de ne plus pouvoir s'investir dans un travail universitaire quand il s'agit d'étudiants, bien sûr. Voilà, donc une régulation de la méthodologie parce qu'on n'a jamais assez de méthodologie et assez de rigueur dans la méthodologie, des échéances, un accompagnement de ces échéances, tout ça, ça pacifie le groupe et ça lui donne un cadre plus serein. Et puis, si possible, des structures d'écoute où les gens puissent se sentir entendus et découvrir aussi qu'ils ne sont pas seuls à être dans cette situation. Et puis, bien sûr, du sport, de la création artistique, tout ce qui peut permettre d'exprimer, de métaboliser sous une forme positive les angoisses que l'on peut ressentir par ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. J'ai conscience que tous les éléments que je viens de développer un peu longuement devant les collègues peuvent apparaître très décalés par rapport à vos préoccupations. J'ai conscience aussi qu'ils sont un peu généraux et que probablement il y a tout un travail de concrétisation et d'opérationnalisation de tout ça. C'est vrai que c'est très difficile de réagir à distance quand on n'est pas dans une situation, qu'on ne voit pas les collègues et qu'on n'est pas partie prenante d'un projet. Mais j'ai essayé, à partir des travaux que j'ai pu mener de mon côté, de réagir et de réagir d'une manière positive parce que je crois que le modèle pédagogique que vous développez, ces 5 apprentissages fondamentaux qui, de manière transdisciplinaire, fonctionnent pour ces 18 diplômes de licence. Cette méthodologie du projet, tout cela est très prometteur et tout ce qui peut vous aider à aller plus loin et à être plus fort dans ce domaine me semble bienvenu. Voilà. Muchas gracias infinitamente, Philip. En realidad ha sido todo lo contrario a tus inquietudes. Tus aportes son muy precisos en todo lo que tiene que ver con este proceso que estamos siguiendo. Te agradezco en nombre de nuestra rectora y de toda la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Espero que estés muy bien, que la vida siga siendo generosa también contigo. Un gran abrazo. Grandes aportaciones del maestro Philip Mery. Agradecemos a todos y solicitaríamos si la doctora puede dar lectura al reconocimiento.
del doctor Philippe Merin. Bueno, otra vez mi participación. Y antes de leer el reconocimiento del doctor Philippe Moguier, quisiera hacer 3 reflexiones contigo, con ustedes, con cada uno de ustedes. Y digo contigo porque quiero hacerlo de manera muy cercana. Número 1, de verdad que yo me siento muy contenta. Muy contenta porque cuando uno estudia en cualquier nivel, ¿no? Desde que es capaz de ver en la primaria, en la secundaria, que tiene un poco más de conciencia. Y no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que su libro, el que sea, el de mercadotecnia, el de biología, y conoces al autor. Uf. No sé quién sintió esa sensación de saber, estoy conociendo al autor. Yo les quiero pedir un muy fuerte aplauso para Freddy Álvarez, porque conocemos al autor de nuestro nuevo modelo educativo, porque verdaderamente estamos haciendo cambios radicales, y no porque querramos, es porque los necesitamos. Así es que muchas felicidades, Freddy. Uno de los saberes más importantes que me ha dado la rectoría, uno es observar. Y a mí me parece, en esa parte de observación, después es aprender. Y yo quisiera aprender verdaderamente de este gran investigador, pedagogo, su sencillez, siempre estar atrás de las cámaras, nunca ponerse como protagonista. Y de verdad que para mí ha sido una verdadera enseñanza. Muchas, muchas gracias, porque en esa humildad, en esa sencillez, a veces, y esta viene la reflexión, a veces simplemente normalizamos tener a una personalidad como la tuya, Freddy, a nuestro lado. Y yo me siento muy feliz, muy honrada y muy agradecida, porque la vida me puso a tu lado y cada vez te aprendo más. Muchísimas gracias, Freddy. La segunda reflexión es el acercamiento a estos grandes personajes de la educación, como es el doctor Philippe Meguiu. Es complejo. ¿Por qué? Porque es un momento difícil, ¿no? Venimos con un protocolo muy tradicionalista en la forma de aprender, en la forma de enseñar, en la forma de conducirnos en la educación. Y cuando se nos ponen entonces este rompimiento de paradigmas y esta necesidad imperiosa de hacer las cosas de manera diferente, es muy complejo. Y yo quiero reconocerles a ustedes, al gran equipo del cuerpo docente, el valor que han tenido para continuar con un proceso tan complejo como el que iniciamos hace 2 años prácticamente, cuando empezamos a ver cómo se implementaba el nuevo modelo educativo, y por supuesto a estos procesos en donde la retroalimentación es indispensable. Así es que muchas felicidades a todo el cuerpo docente. Muchas felicidades al valor que han tenido los coordinadores académicos para subirse a este nuevo motor, porque dejamos el tren y empezamos a volar, porque la universidad estaba lista para hacerlo, y cada uno de nosotros, de manera individual, pero sobre todo de manera conjunta, somos la Universidad de Cuautitlán Izcalli.
Así es que muchas felicidades a los coordinadores académicos. Y por supuesto, muchas felicidades a los directores que hoy están emprendiendo un nuevo vuelo, una nueva forma de hacer, de aprender, de implementar y sobre todo de continuar con un gran liderazgo de Pamela Sanata. Muchas felicidades, de verdad, se los digo de todo corazón. La academia es lo que en realidad hace este proceso de la universidad, de un mundo universal, en donde la educación, en donde el proceso de conocimiento es el punto más relevante. Y en mi tercera reflexión, quiero hacer mención de algo muy importante que también normalizamos y que si en este momento no hiciera esta mención, sería muy injusto, porque si alguien ha evolucionado también de una forma radicalmente importante, y por eso es que hoy tenemos un proceso tecnológico de comunicación, de estar conectados y conectadas con Brasil, y entonces estamos en un Zoom, pero además tenemos una conferencia que fue traducida gracias al doctor Freddy Álvarez, pero puesto todas esas letras por todo un equipo de trabajo que es el de comunicación. Y yo hoy quiero felicitarlos, quiero verdaderamente engrandecer ese trabajo que de verdad que normalizamos constantemente en un proceso en donde lo único que hacemos es fácilmente criticar, sinceramente lo digo, las redes sociales y decir cómo podrían ser mejores o cómo podrían ser mejor vendido, cómo podría ser, pero en realidad muchas felicidades, equipo de comunicación, el equipo de sistemas, porque gracias a ustedes es que en esta gran evolución todos estamos subidos en este avión. Así es que no me resta más que agradecerles infinitamente su tiempo, pero saben, o sea, solo volteen atrás y dense cuenta ustedes como docentes lo que han avanzado en este proceso. Y es que son ustedes los que han hecho su propio proceso, su propio autoaprendizaje. Y en este proceso colaborativo a unos les cuesta más trabajo que a otros. Así es que súmense como docentes, hagan equipos de trabajo para que este proceso sea mucho más sencillo, mucho mejor. Y no me resta más que decirles, estoy muy orgullosa de todo el equipo de la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Y bueno, pues todas mis flechas se dirigen al sol. Muchas gracias. Y bueno, entregamos el reconocimiento al doctor Philippe Merieux por su destacada participación como ponente con la conferencia intitulada Acercamiento Pedagógico al Modelo Educativo UCI. Primer encuentro internacional de redes UCI, entretejiendo nuevos conocimientos. Cuautitlán Izcalli, 26 de octubre del 2023. Todas mis flechas se dirigen al sol. Muchas gracias. Felicidades a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un gran saludo a todos. Gracias por su asistencia y todas nuestras flechas se dirigen al sol. Gracias, rectora. Buenas tardes.